Bonjour à tous et bienvenue sur le JT du Coin, l'émission qui récapitule les actus crypto récentes et qui est sponsorisée cette fois-ci par Bybit. On va commencer aujourd'hui avec un événement ayant eu lieu dimanche dernier. Un piratage qui nous rappelle que le code reste maître sur la blockchain et que les erreurs ne pardonnent pas. Car il concerne cette fois-ci les monnaies stables Stabler qui, contrairement à ce que leur nom indique aux anglophones, se sont avérées beaucoup moins stables que d'autres la semaine dernière. Malgré une certification MiCA, leurs deux stablecoins ont perdu pied immédiatement lorsqu'un pirate a imprimé des millions de jetons qui ont été immédiatement envoyés vers des plateformes d'échange décentralisées et transformés en 1115 Ethers, soit à peu près 2,8 millions de dollars. Mais pourquoi est-ce que ça a eu lieu ? Tout simplement parce que leur système était piloté à travers un portefeuille multisignature 1 sur 3, c'est-à-dire qu'il existait 3 clés privées capables de contrôler l'émission des jetons et que la détention d'une seule de ces clés suffisait à prendre le contrôle total du système. Donc littéralement l'inverse de ce qu'on est censé faire avec un multisig. Quand on utilise un multisig et qu'on augmente le nombre de clés privées qui ont le pouvoir de faire ça mais qu'on ne paramètre pas ce multisig pour qu'il y en ait au moins 2 simultanément qui doivent signer les transactions, on ne fait que multiplier la possibilité qu'il y ait un gros problème. Ils ont littéralement organisé leur système informatique de la pire manière possible et en plus de ça, ils se sont débrouillés pour se faire pirater un ordinateur et laisser fuiter une clé privée. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a un trou de presque 3 millions de dollars dans la caisse et qu'ils n'ont pas les moyens de le combler. Reste à déterminer maintenant s'ils seront sanctionnés par les autorités européennes pour cette négligence colossale. Ensuite, cette semaine, en matière de piratage, on a un autre exemple qui est par contre beaucoup plus vicieux. Il y a quelques jours, une alerte a été lancée par Socket, une équipe de chercheurs en sécurité qui a repéré une nouvelle attaque de la chaîne d'approvisionnement. Comme ça a été le cas plusieurs fois il y a quelques temps, des pirates ont inséré dans de multiples paquets logiciels distribués à travers des systèmes comme NPM, des virus conçus pour voler toutes les infos liées de près ou de loin à la crypto sur les ordinateurs des développeurs. Portefeuille, clés SSH, données de navigateur, etc. Et dans ce cas précis, la cible prioritaire semble être les développeurs des écosystèmes Sui, Solana et Aptos. Mais ce ne sont pas les seuls à avoir été ciblés. Depuis quelque temps, même sur Google, les utilisateurs lambda les moins attentifs risquent aussi de se faire arnaquer. Un groupe de pirates a mis en place un système de phishing passant par les publicités Google qui leur a permis de rediriger les gens vers un faux site Uniswap pour leur voler à peu près 400 000 $. Pour ça, il leur a suffi de copier tout le code de la page d'Uniswap, rediriger les transactions vers leur portefeuille et faire une pub Google pour se retrouver tout en haut des résultats. Et j'ai testé moi-même, c'est encore le cas à l'instant où je fais cette vidéo, ce qui prouve encore une fois la valeur des bloqueurs de pub. Parce que quand on va sur Google avec Mublock, il n'y a que la vraie adresse qui apparaît. Et bien évidemment, quand on la connaît déjà et qu'on va directement sur le site Uniswap au lieu de passer par Google, c'est encore mieux. Ensuite, au-delà de ces questions de piratage, la semaine a aussi été difficile pour Sui parce que le réseau a été paralysé à 2 reprises suite à une mise à jour du protocole qui contenait un bug. Le problème, daté de jeudi et vendredi, a été résolu depuis. En conséquence, le jeton Sui a perdu 10% de sa valeur, bien que de toute manière sa performance n'ait pas été fabuleuse cette année, notamment suite au premier incident du genre en janvier. Et pendant ce temps, dans le monde miroir des blockchains de banque centrale, le projet Agora avance. Lancé par la Banque des règlements internationaux il y a un peu plus de 2 ans, il semblerait qu'il ait atteint une nouvelle phase de maturité. D'après eux, leur protocole actuel prouve l'utilité de la jetonisation et de la monnaie programmable en matière de réduction des coûts de paiement transfrontaliers. Ils ont publié un rapport assez long qui explique à la fois comment fonctionne leur prototype sur le plan technique, quelle est la situation sur le plan légal et quels sont leurs objectifs suivants. Notamment, ils indiquent pouvoir garantir la protection de la vie privée, les échanges atomiques, l'autonomie des banques centrales vis-à-vis de leurs monnaies respectives et qu'il n'y a aucun problème légal dans les 7 juridictions dont les banques centrales participent au projet. Évidemment, leur système permet aussi de lutter contre le blanchiment d'argent, partager des données d'une juridiction à l'autre, etc. Il semblerait qu'ils aient atteint la plupart de leurs objectifs, bien que ce test ait une portée relativement limitée. Et ce qui est aussi très intéressant, c'est ce chapitre qui porte sur le potentiel futur de ce système. D'après eux, il serait nécessaire de nouer des partenariats publics-privés pour maximiser l'utilité du réseau. Une formulation un peu vague qui semble indiquer qu'ils ont bien compris que la DeFi a du succès. Mais est-ce que le produit final sera suffisamment facile d'accès pour qu'un vrai écosystème d'applications puisse apparaître ? On peut en douter. Accessoirement, ils précisent aussi que leur registre partagé ne requiert pas de partager toutes les données, ce qui explique certainement pourquoi, un peu plus loin, ils mentionnent les technologies ZKP et MPC. Quoi qu'il en soit, ce prototype risque de beaucoup changer et le travail ne sera pas terminé de sitôt. Alors en attendant de voir la suite, passons au message de notre sponsor du jour. Bybit, depuis la création de sa filiale autrichienne, peut proposer ses services aux clients français sur une plateforme certifiée compatible MiCA où vos actifs seront garantis à 100% et où vous trouverez tout ce dont vous pourriez avoir besoin en tant qu'investisseur ou trader. Une application mobile, une interface simplifiée, une autre avancée, un système d'investissement programmé, du trading spot ou sur marge avec levier x10, etc. Et en ce moment, ils ont une promo exceptionnelle. Pour toute création de compte suivie d'un dépôt de 100 €, vous pourrez obtenir un bonus de 50 € en Bitcoin. Enfin, si en plus vous utilisez notre lien d'affiliation en description de la vidéo, vous pourrez aussi recevoir un bonus de 25 USDC. Ce sera donc un double bonus d'une valeur totale de plus de 70 € qui vous attend. Alors si vous avez besoin d'un compte chez eux, c'est le moment.
Et maintenant, retour aux infos avec l'histoire de la semaine. C'est une affaire assez rocambolesque qui a été révélée tout récemment. Aux États-Unis, un homme resté anonyme a revendiqué face à la Cour suprême de New York la propriété légale de 3,7 millions de bitcoins répartis sur plus de 39 000 portefeuilles qui n'ont pas émis de transactions depuis au moins 5 ans. Tout ça commence en décembre 2024. À cette date, cet illuminé a décidé de faire des listes de portefeuilles inactifs, de les mettre sur des clés USB et de remettre ces clés à la police de New York. Mais pourquoi ? Parce que d'après la loi de l'État de New York, quand quelqu'un trouve un objet perdu, il peut en devenir le propriétaire légal sous certaines conditions. Notamment, c'est le cas si l'objet en question a une valeur de moins de 10 $ et que la personne qui l'a trouvé fait suffisamment d'efforts pour contacter le propriétaire et n'y est pas parvenu dans le délai d'1 an. Or, notre anonyme un peu timbré a fait évaluer la liste des 42 000 portefeuilles qu'il avait trouvés par un expert, et l'expert en a conclu que la valeur sur le marché de cette liste était de moins de 10 $ vu que c'est impossible de faire bouger le contenu de ces portefeuilles. Il a donc déposé cette liste au commissariat le plus proche pour ensuite envoyer des messages sur la blockchain à tous les propriétaires de ces portefeuilles. Sur les 42 000, un peu moins de 3 000 ont répondu, il lui reste donc 39 000 dont il souhaite revendiquer la propriété. Raison pour laquelle il a envoyé tout ce document au tribunal. Alors bon, vous l'avez compris, c'est à peu près aussi débile que de revendiquer la propriété du château de Versailles après avoir laissé pendant quelques mois un commentaire sur Google Maps. En réalité, il n'a rien remis d'autre à la police que des clés USB. J'espère donc sincèrement que le juge lui accordera volontiers la propriété de ces magnifiques clés USB qu'il avait lui-même achetées et rien d'autre. Ouais, moi je me demande quand même s'il était pas un peu con. Et maintenant, pour terminer ce JT, parlons un peu de Polymarket, le sujet inévitable de ces derniers temps. Parce que cette semaine, une nouvelle affaire de délit d'initié a été révélée. Cette fois, par contre, rien d'aussi sinistre que les insiders des opérations militaires américaines. Il s'agirait d'un ingénieur chez Google qui aurait accédé avec son identifiant interne Google à des données qui n'avaient pas encore été rendues publiques pour placer des paris Polymarket qu'il était certain de gagner. Il aurait obtenu 1,2 million de $ en pariant notamment sur la célébrité la plus recherchée sur Google en 2025. Ce comportement serait peut-être passé inaperçu dans une PME dépourvue de tout système de log des actions prises par les employés, mais là, il s'agit de Google, donc évidemment, il s'est fait pincer. En tout cas, ce n'est rien de particulièrement grave pour Polymarket, surtout comparé au deuxième incident. Car quelques jours avant, le Wall Street Journal avait révélé un dysfonctionnement majeur de Polymarket lié à la manière dont les paris y sont parfois résolus. Par exemple, ici on peut voir que la détermination finale du résultat est effectuée par Ooma. Ce n'est pas le cas de tous les paris puisque d'autres plus simples voient leur solution déterminée par Chainlink par exemple. Mais sur les paris plus complexes, Ooma intervient assez souvent. Et comment est-ce que ce système fonctionne ? C'est très simple, il s'agit d'un système d'oracle décentralisé présent sur plusieurs blockchains sur lequel les utilisateurs publient des propositions de vérité et invalident celles qu'ils estiment être fausses en mettant en jeu des jetons. Une application très simple de la théorie des jeux qui fait qu'en principe, les gens qui ont raison accumulent du capital et donc tout le monde a intérêt à dire la vérité. Mais seulement en principe, tant que le pouvoir d'influencer le réseau est dispersé à travers suffisamment de personnes. Lorsque de petits groupes de gens accumulent les jetons, alors il devient possible de manipuler les marchés et de valider parfois même des solutions incorrectes. Et comme Polymarket ne fait rien pour interdire aux participants sur Ooma de placer des paris, on se retrouve dans une situation où l'arbitre peut décider de rejoindre une équipe au milieu du match. Vous comprenez évidemment que ça pose quelques problèmes. Cela dit, bien que ce système ne soit pas génial, il faut admettre d'une part que ça ne représente qu'une petite fraction des contrats Polymarket, et d'autre part qu'il serait apparemment en train de travailler sur des alternatives. Ce dont apparemment il pourrait avoir besoin pour résister à la concurrence parce qu'elle s'intensifie de plus en plus. Il y a quelques jours, l'équipe Hyperliquid a annoncé l'arrivée de contrats à terme liés à des événements macroéconomiques sur leur plateforme. Et sur ce, comme nous en avons fini avec les actus de la semaine, je vous rappelle juste si jamais qu'un lien vers Bybit se trouve en description, je vous souhaite une bonne fin de week-end et j'espère qu'on se retrouvera dimanche prochain sur YouTube. À bientôt.